Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pronostic de Night of Champions qui va avoir lieu samedi prochain, le 28 juin, à 19 h heure française. Il ne faudra pas se tromper sur l'horaire. Arabie Saoudite oblige, c'est toujours particulier et on se fait souvent avoir. Donc 19 h, le début, kick-off, 1 heure ou deux avant. Maintenant, ils ont même tendance à le faire 2 heures avant. Je trouve que c'est trop, que ça sert à rien. Donc ce sera peut-être à 17 h, peut-être à 18 h, mais peu importe, puisqu'il n'y aura pas de match avant, on s'en doute. Bref, la hype pour moi, elle n'est pas énorme, c'est à l'image de la WWE depuis quelques temps. Je trouve que ça baisse en qualité, c'est mon avis perso, et c'est un peu dommage, puisqu'il y a quand même SummerSlam qui pour la première fois aura lieu sur 2 nuits, donc ça va être un gros événement. Et moi, j'espère vraiment qu'il va se passer des choses à SummerSlam et que ça va bien relancer la machine pour aborder la seconde partie d'année. Parce que là, je trouve qu'on baisse en qualité et en intérêt. Donc, ce serait vraiment dommage de foirer, on va dire, cette seconde partie d'année. Et Night of Champions, bon, comme souvent, je suis saoudien, faut pas s'attendre à des merveilles et à de grands bouleversements. Je pense pas, en tout cas. Donc, voilà, c'est pour ça que ma hype n'est pas énorme et que j'en attends pas grand chose. Voilà, au moins on sait qu'il va y avoir quand même 2 événements, je dirais, intéressants si je puis dire, ou marquants. C'est qu'il va y avoir au moins un roi et une reine du ring qui vont être couronnés, comme l'année dernière. Alors c'était pas Night of Champions, c'était King and Queen of the Ring, qui avait lieu un peu plus tôt, fin mai, l'année dernière. Gunther, Nia Jax avait gagné et ils avaient le droit d'affronter le champion à SummerSlam. Eh bien, c'est la même règle cette année. Donc, il faudra. Les deux gagnants affronteront le champion de leur brand respective. C'est important de le préciser, puisqu'ils ne pourront pas choisir leur champion comme le vainqueur du Rumble. Là, ce sera vraiment le champion de sa brand. Donc, voilà, si c'est un lutteur ou une lutteuse d'Euro, il faudra aller chercher le champion ou la championne d'Euro. Et idem pour SmackDown, voilà, c'est bien de le rappeler. Et donc un shot à SummerSlam, donc c'est quand même un bel enjeu, je dirais. Maintenant, bon, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses intéressantes à part couronner un roi et une reine du ring? À part ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose d'intéressant. Bon, on verra bien. En tout cas, actuellement, il y a 5 matchs annoncés, donc c'est, je dirais, la quantité classique de Triple H maintenant. Est-ce qu'un 6e match pourrait s'ajouter? Peut-être, mais j'en suis pas si sûr. C'est vrai que moi j'étais bien tenté d'ajouter un triple threat match entre Becky Lynch, Bayley et les Valkyria pour le titre intercontinental, puisque Lyra elle est pas très contente que Bayley lui soit un peu passé devant, elle était pas au courant qu'elle allait revenir comme ça. Et puis du coup ça peut-être annoncer un triple threat qui permettrait, alors je vais le dire vite fait comme ça sera fait, si ce match a lieu, victoire de Becky Lynch qui vient de prendre le titre. Tout ça pour partir à SummerSlam vers un match 1-contre-1 entre Becky et Bayley. Ce qui voudrait dire donc que Valkyria serait là pour prendre le pin, du coup, et protéger Bayley dans la défaite. Je pense que ce serait ça l'objet, s'il faisait ça en tout cas. Puisqu'il y a quand même un Becky Bayley qui est annoncé déjà à Raw là. Ça me semble un peu bizarre. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir une fin pas clean. Peut-être un DQ justement, une intervention de Lyra, quelque chose comme ça, qui va faire qu'on va avoir un triple threat. Peut-être à Night of Champions, ou carrément peut-être à SummerSlam. Peut-être qu'ils vont nous le garder pour SummerSlam. Et puis sinon, il y a Evolution. Ils peuvent peut-être le faire à Evolution si on veut vraiment y aller avec la vraie feud, on va dire, la seconde feud, je dirais, qu'on attend depuis longtemps. Enfin, depuis Mania en tout cas. Becky, Bayley à SummerSlam. Voilà, donc il y a plusieurs options. Voilà, en tout cas, j'ai mis ce match sur la table. Sait-on jamais, mais pour moi il n'y aurait que ça si on devait faire un ajout, mais je pense qu'on peut se contenter des 5 matchs, voilà, comme c'est le service classique maintenant de Triple H. Voilà, donc je vais déjà passer maintenant au poster du show, qui est finalement celui que j'ai mis sur ma vignette et qu'on voit actuellement, le voici, voilà, donc je n'ai pas trouvé de collectif, donc j'ai affiché celui-ci, c'est celui avec Cena et sa ceinture, The Last Time Is Now, bien sûr, ça... Sa dernière présence en Arabie Saoudite, c'est une évidence. En même temps, il n'y est pas allé souvent. On se rappelle d'un match contre Triple H. Bon, voilà, c'était ça. D'ailleurs, sa dernière victoire solo depuis longtemps. C'est vrai qu'il y avait cette streak dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps. Cette streak sans victoire. Et il avait gagné en Arabie Saoudite. Greatest Royal Rumble, c'était ça. Voilà, contre Triple H. Donc il connaît un petit peu l'Arabie Saoudite, mais c'est pas quelqu'un qui est allé souvent, forcément, vu que c'est devenu
un archi part-timer, on va dire, de ces dernières années. Hein. Voilà, maintenant on va passer à la carte, hein, tout simplement. Et avec les matchs annoncés, on va commencer par Dominic Mysterio contre AJ Styles. Donc pour le titre intercontinental, bien entendu. Petit rappel quand même de contexte. Hein. Dans l'épisode du 5 mai à Raw, hein, AJ Styles avait déclaré qu'il viendrait chercher le titre intercontinental donc, de Mysterio. Mysterio justement avait demandé à son partenaire Finn Balor de s'occuper du cas AJ Styles quoi finalement. Et un match entre Balor et Styles donc avait eu lieu dans l'épisode suivant. Styles avait gagné et encore dans l'épisode suivant Styles et Penta étaient en équipe, hein, avaient battu Balor et McDonough et la rivalité avait repris un mois plus tard donc lors du dernier épisode de Raw le 16 juin où Styles avait battu McDonough et après le match Mysterio avait attaqué Styles mais du coup c'est Styles qui a repris le dessus. Mysterio a été sauvé par Balor avec Styles qui avait récupéré quand même le titre intercontinental qui avait été laissé par terre. On se demande d'ailleurs si ça n'avait pas été fait exprès de la part de Finn Balor, hein, un petit touche un peu subtil toujours pour faire avancer l'histoire entre les deux, entre Mysterio et Balor. Et après que Styles soit allé voir Nick Aldis, hein, puisque c'était lui qui officiait puisque Adam Pearce est en vacances, il a obtenu un match de championnat intercontinental à Night of Champions. C'est Aldis qui lui a annoncé ça. Voilà, tout simplement pour le contexte. Donc toujours avec évidemment cette histoire autour de Judgment Day qui devient un long fil rouge qui va nous occuper de toute façon tout l'été. Hein. De toute façon, le Judgment Day, c'est même pratiquement toute l'année qu'on a le droit à des petites histoires backstage. Et que c'est pratiquement à l'année, oui, qu'on suit un peu leurs aventures et leurs mésaventures surtout. Où on voit toujours les tensions entre Dominic et Balor. Bon, malheureusement, il y a une très mauvaise nouvelle. C'est peut-être même la pire nouvelle qui pourrait arriver, c'est-à-dire la blessure de Liv Morgan, malheureusement, contre Kairi Sane. Malheureusement, Kairi, elle n'a pas de chance parce que c'est pas vraiment de sa faute. Oui, quand elle a posé ses mains pour amortir le choc, Morgan, ça a disloqué son épaule. Malheureusement, on parle de 6 mois d'absence, ce qui est terrible. Ce qui fout évidemment beaucoup de plans en l'air. Et puis le triple threat aussi pour le Money in the Bank où Kairi Sane était également dans le match lors de la terrible blessure de Zoe Stark, visiblement qui serait peut-être même futur retraité des rings, hein, c'est ce qu'on lit, hein, donc c'est terrible, mais bon, malheureusement à chaque fois Kairi n'y est pour rien, elle était à chaque fois là, mais c'est la faute à pas de chance, j'ai envie de dire, et ça fait partie aussi des risques quand on est catcheur ou quelque chose, on le sait. On met son corps en danger et un petit accident, n'importe quel accident, petit ou gros, peut arriver quoi. C'est fait partie des règles du jeu quand on est catcheur quoi. Et c'est assez terrible. Hein. Évidemment, le match n'a pas pu continuer. Kairi a gagné comme ça, on va dire par forfait, hein, on va dire par arrêt et sur blessure donc. Et ça fout évidemment en l'air énormément de plans autour du Judgment Day et de Liv Morgan. Forcément, il y avait certainement de grandes choses en prévision. C'était l'une des rares choses qui m'intéressait du côté de Raw là, ces derniers temps. L'arrivée de Roxanne Perez pour foutre un peu la merde, évidemment poussé par Balor, hein, puisque c'est lui qui tire un peu les ficelles actuellement. Et Raquel aussi qui commence vraiment à être aussi méfiante. Hein. Donc il y avait des choses intéressantes à régler et à raconter, je veux dire. Et c'est terrible, quoi, parce qu'il faut forcément ça va bouleverser les plans. On va dire il y a peut-être moyen de rebondir justement avec l'intégration de Roxanne Perez qui pourrait justement prendre du poids dans le Judgment Day en l'absence de Liv Morgan, ce qui permettra évidemment, à l'image de son absence pour tournage au Japon, lorsqu'elle reviendra, pour que ça devienne très 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 tendu entre Perez et Morgan. Je pense qu'il n'y a que ça à faire en termes de scénaristique, quoi, parce que il y aura beaucoup de choses qui vont être réécrites, hein, ça c'est sûr et certain. Bizarrement, les titres tag n'ont toujours pas été rendus vacants, ça je comprends pas, parce que
Je comprends pas quand une absence aussi longue, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que de rendre les titres vacants. Là, je comprends pas. Là, franchement, je comprends pas. Et on a bien vu Michin et Bifab à SmackDown commencer à s'intéresser à ces titres. Mais oui, bah, il faut les rendre vacants en fait. Je vois pas. Ou alors c'est que vraiment, ça confirmerait que vous en avez rien à faire de ces titres, quoi. Bah, rendez-les vacants. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus, quoi? C'est une évidence. Profitez-en pour les mettre en jeu. Par exemple, vous avez Evolution, vous avez un peu féminin là dans 3 semaines. Faites quelque chose autour de ça. Un mini tournoi, des matchs de qualif là dans les weekly à venir. Il y a quand même le moyen de faire quelque chose, quoi, et redonner de l'intérêt pour ces titres tags. On a vu que là, à SmackDown, ça commence un tout petit peu à collaborer, on va dire, à s'entraider entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Peut-être que ça peut être aussi la naissance d'une équipe, on sait jamais. Voilà, il y a peut-être des choses à faire. Voilà, bon, mais laissez pas les titres comme ça, quoi. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, c'est terrible. Et bon, la pauvre Carrie, ni pour rien, mais voilà. Donc, du coup, il y a plein de petites histoires, mais maintenant, ce qui va se passer entre Dominique et AJ, bon, ça n'empêche pas de faire avancer l'histoire avec Balor. Et donc, on verra ce que va faire Balor. Et JD McDonough aussi, qu'il faut pas oublier. Est-ce que, voilà, il y aura une boulette? On va voir. Maintenant, moi, pour le pronostic, je ne vais pas changer les choses. Victoire de Dominique, qui doit pas perdre ce titre-là. C'est pas le moment. Pas avant SummerSlam. La grosse histoire, c'est Balor. Maintenant, s'il faut vraiment faire péter les choses, est-ce que finalement ils vont pas attendre un petit peu? Parce que mine de rien, SummerSlam, c'est dans un mois, un tout petit peu moins d'un mois et demi. Ça commence à approcher. Donc, si vous voulez vraiment faire péter les choses, il faut que ça arrive là, quoi. Mais attention, ça sera peut-être un peu short. Mais je vois pas autre chose comme adversaire, parce que je pense qu'il y aura quand même un combat intercontinental à SummerSlam, surtout que c'est sur 2 nuits. Donc alors pour moi serait le meilleur adversaire. Et il faut que ce soit autour du titre, justement, cette feud entre les deux. Je sais pas comment ils vont faire, mais moi je pense qu'il faut quand même ajouter, je dirais, un élément de plus dans l'histoire entre Dominique et Balor. Donc il y a ce match contre AJ qui pourrait aider à faire ça. Donc je vais donner la victoire à Dominique. On verra, il y aura certainement un peu d'overbooking. Peut-être un petit peu de protection dans la défaite pour AJ, même s'il n'en a pas forcément besoin. Le match, je pense pas que ce sera un énorme match. Ce sera un match de weekly, je dirais. Weekly premium, je dirais. 3,5, allez. Voilà, ce sera dans ces eaux-là, je pense. Je vois pas non plus un chef-d'œuvre. Mais un petit peu de storytelling quand même, s'il vous plaît. Voilà, histoire quand même de nous raconter des choses, ça pourrait être sympathique. En plus, évidemment, d'une ring qui peut être aussi très décent, je dirais. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Voir les agissements de Balor, ça, forcément, il y aura un truc à raconter. Peut-être qu'il ne voudra pas l'aider à un moment donné. Dominique va se retrouver un peu isolé. Mais que malgré tout, il va s'en sortir, Dominique, et que ça aurait été un premier avertissement, un véritable avertissement pour le titre, pour Dominique, pour faire avancer l'histoire en disant tu m'as pas aidé là, t'as failli quand même me coûter le titre, tu m'as quand même mis en grave danger là. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Voilà, et puis ça paraît aussi, et puis évidemment si Dominique gagne, il pourra dire moi tu vois, moi j'ai battu AJ et toi t'as pas réussi à t'occuper de son cas. Voilà, aussi ça peut encore être des éléments supplémentaires, voilà, pour faire monter la sauce entre les deux. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Solo Sikoa contre Jacob Fatu pour le titre des États-Unis. Très surpris par cette affiche. On va quand même reprendre un petit peu le petit contexte. Comme évidemment, Solo Sikoa avait perdu le Hula Fala en face à Reigns durant le premier Raw sur Netflix en janvier. Ça a créé de la tension entre Solo et Jacob Fatu, ce qui a continué donc à se construire dans les mois qui ont suivi. Et lors de l'épisode du 6 juin à SmackDown, on a eu cette fameuse discussion entre Fatu et Jesse Mateo. Évidemment, all gas, no brains. Et ça a conduit évidemment à Fatu qui a coûté la mallette, on va dire, la victoire à Fatu qui a coûté la victoire à Solo au Money in the Bank. Et dans l'épisode de SmackDown qui a suivi, Sikoa avait quand même voulu
accepter que Fatou revienne dans le groupe. Et là-dessus, Sikoa s'est excusé envers Fatou, ce qu'il n'a pas accepté. Et il a déclaré que Sikoa avait changé depuis que Fatou avait gagné le titre des États-Unis. Fatou ensuite challengé Sikoa pour un match pour le titre. Cependant, Sikoa a essayé d'attaquer Fatou, qu'il en a empêché. Matteo s'est joint à Sikoa pour attaquer Fatou et Fatou a quand même eu le dessus grâce, on va dire, à l'assistance de son cousin Jimmy Uso. Et plus tard dans la nuit, Fatou a annoncé, après avoir parlé à Nick Aldis, qu'il défendrait son titre contre Sikoa, Night of Champions. Voilà, on en est. Je suis surpris, effectivement, parce que c'est un match que pour moi était prêt pour SummerSlam depuis le départ, enfin depuis très longtemps. C'était l'affiche qu'on attendait. Alors, évidemment, elle est pas morte, cette affiche pour SummerSlam. Pour moi, j'ai même tendance à dire que malgré tout, elle va quand même se maintenir, elle va avoir lieu. Mais ça veut dire que du coup, ce match, c'est un peu un match pour rien. Enfin, un match qui risque juste d'ajouter des petits éléments de storytelling supplémentaires avant SummerSlam. Mais moi, j'aime bien le côté inédit des choses, quoi. Quand on fait monter la sauce comme ça, entre deux personnes comme ça, qui ont le même sang, gardez le truc inédit, quoi. Ne foutez pas tout en l'air à un mois de l'événement, quoi. C'est un peu dommage. Ça va retirer un peu de hype, entre guillemets, avant SummerSlam. Donc je trouve ça un peu gâché de nous réserver ce match déjà maintenant. À mon avis, ça veut dire que ça va pas être clean cette affaire. À mon avis, je vois pas de fin très clean. J'ai même peur déjà, même si ça arrive rarement. C'est déjà arrivé, mais ça arrive rarement, c'est vrai, avec Triple H. J'ai même peur d'un DQ en PLE, quoi. C'est pas impossible qu'il le fasse cette fois-ci. Du coup, même le vainqueur est pas gagné d'avance. Ce qui pour moi est certain, c'est que Fatou va conserver son titre, ça c'est sûr. Ça pour moi c'est la certitude. Maintenant, est-ce qu'il va gagner? C'est pas encore certain, parce que Solo peut aussi gagner par DQ. Parce que pour moi, la seule possibilité que Solo gagne, ce serait par DQ, donc sans prendre le titre derrière, quoi. Par une mauvaise réaction de Fatou, un coup de ceinture, quelque chose comme ça. Juste une petite réaction épidermique. Avec évidemment des petits agissements de Jesse Matteo à l'extérieur aussi. Matteo qui pourrait aussi éventuellement venir attaquer Fatou. DQ, voilà, ça serait un peu débile, hein, évidemment, hein, si Matteo attaque volontairement comme ça Fatou. Bon, ça veut dire que Solo, du coup, il peut pas prendre le titre, donc ça serait un peu débile. Bon, surtout si c'est le plan, hein, si c'est vraiment le plan de Solo que d'avoir ça. Du coup, ça veut dire que le titre il s'en fout, donc c'est vraiment encore pire en fait de faire ça. Si c'est par contre quelque chose que Solo n'avait pas demandé de faire, allez, ça peut éventuellement raconter un truc, mais bon, moi je vois pas ça comme ça. Mais je sens qu'il va y avoir une merde et que ça risque de finir en DQ, c'est ça qui m'emmerde, avec un coup de ceinture ou autre chose. Et puis l'intervention de Jimmy qu'on a vu à SmackDown, à mon avis, elle est pas faite pour rien. Donc si Matteo intervient, on risque de voir Jimmy et on va ensuite, je pense, avoir un 2 contre 2, parce qu'on nous le tease là, un 2 contre 2 à SmackDown, donc entre Jimmy et Fatou, et Solo et Matteo. À mon avis, ça va arriver au moins une fois ce match. Et peut-être que ça pourra déboucher justement sur un Solo qui va faire le pin sur Fatou. Ce qui va légitimer comme à nouveau un challenger, voilà, pour le titre à SummerSlam. Voilà, je pense que c'est vers ça qu'on va. Donc, est-ce que Fatou conserve? Oui. Mais est-ce qu'il va gagner? Pas sûr. Voilà, mais si je dois vraiment mettre une pièce, je vais mettre victoire de Fatou. Voilà, mais pour moi, ce sera pas clean. Voilà, pour moi, le finish sera pas clean, quoi qu'il en soit. Si Solo gagne, ce sera pas clean, quoi qu'il en soit. Et ce sera DQ, je pense. Pas mieux pour Solo, quoi, parce que je ne le vois pas prendre le titre, quoi. Mais en tout cas, ils vont faire le coup du je pine le champion, du coup j'ai une chance. Voilà, on a vu avec Cody et Money in the Bank. Hein. Voilà, ils vont nous refaire peut-être ce coup-là à SmackDown. Voilà. Le match, il sera pas exceptionnel parce que c'est Solo, quoi. Fatou, et là, il est toujours explosif, il est très over. Ça va mettre
ça va mettre beaucoup de, je dirais, d'engouement dans le public, hein, qui est toujours le public saoudien, qui est plutôt bon enfant. Je pense qu'ils vont bien popper pour Fatou, hein, qui est très over maintenant. Bon, Solo, on sait que c'est pas le plus passionnant dans un ring, donc je m'attends pas à des merveilles, hein, de toute façon, et ce sera pareil à SummerSlam, hein. Où il pourra peut-être y avoir une petite stipulation d'ailleurs avec peut-être aucune intervention de JC Matteo, par exemple, ce qui voudra peut-être dire cacher justement l'intervention surprise, comme d'habitude quand on bannit quelqu'un du ring, ça veut dire intervention d'une tierce personne qu'on n'a pas vu venir. Et comme on a vu enfin les débuts d'Hikuleo en dark match, certes, mais quand même en dark match, ça y est, on l'a vu contre Kit Wilson à SmackDown la semaine dernière. Ça y est, peut-être le moment, peut-être de le faire sortir là. En plus, c'était à SmackDown, donc bon. Du coup, et en plus, il a gardé son nom finalement. Il n'y a pas de Talatonga là. Là, ça serait Hikuleo. On verra, hein, ça peut peut-être changer, hein, à l'écran. Mais en tout cas, ça peut être je dirais, le scénario pour SmackDown, pour SummerSlam, pardon. Une revanche. On bannit Jesse Matteo du ring. Et du coup, intervention d'une tierce personne, Hikuleo, pour faire gagner Solo. Aïe aïe aïe. Le drama. Voilà, bon, là je vous ai fait tout le booking jusqu'à SummerSlam. Voilà, vous faites, voilà, vous en faites ce que vous voudrez de ce booking. Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Voilà, pour moi, il y a quand même victoire de Fatou, s'il n'y a pas de DQ en tout cas, la mort moelleux, qui pourrait éventuellement donner une victoire à Solo. C'est pas non plus impossible, mais en tout cas, ce n'est que le premier chapitre, ce match. Il y en aura un autre à SummerSlam, ça j'en suis quasi persuadé. Et maintenant, on va passer à l'un des deux matchs attendus, hein, c'est la finale d'une Queen of the Ring. Voilà, je vous ai présenté le bracket, hein, c'est comme pour Money in the Bank, hein, malheureusement, oui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on n'a pas la finale complète, on a une finaliste, qui est donc Asuka. Voilà, je vous ai fait un petit montage qui permet d'ajouter Asuka donc en finale. Elle a battu Alexa Bliss, qui n'était pour moi pas une grosse surprise. J'ai été très hésitant entre Asuka et Stephanie Wacker dans le match d'avant, le premier match, le quart de finale de lundi. Pour moi, Asuka c'était son grand retour, mais Wacker forcément elle est tellement sur aussi un gros momentum actuellement que ça pouvait aussi être elle, quoi. Et bon, finalement ça a été Asuka. Voilà, il fallait faire le choix. Asuka Bliss, des vieilles retrouvailles. Et donc victoire d'Asuka, ce qui m'a moins surpris. Et donc pour affronter soit Roxanne Perez, soit Jade Cargill. Donc une de Raw, une de SmackDown. Voilà, parce que c'est un peu la différence avec King and Queen of the Ring l'année d'avant, où on avait fait vraiment des matchs de qualif du côté de SmackDown et du côté de Raw, de façon à d'avoir une finale Raw contre SmackDown. Là, vu qu'ils ont tout mêlé, on peut tout à fait se retrouver avec une finale 100% Raw, comme on aurait pu aussi avoir une finale 100% SmackDown. Et on peut aussi avoir donc donc on peut aussi avoir bien sûr du Raw contre SmackDown. Voilà, on peut avoir les trois, quoi. Et c'est pareil pour les hommes, bien sûr. Donc Perez Cargill, déjà ça veut dire que ça m'oblige un peu à faire un pronostic un peu annexe. C'est d'abord entre Perez et Cargill. Cargill, c'est la grande favorite, hein, il ne faut pas se le cacher. Elle est promise, je dirais, à aller loin. Il y a un gros push, on le sent, il y a quelque chose à venir. Même si ça m'enthousiasme pas à outre mesure, hein, parce que pour moi, je la considère pas encore prête pour aller chercher un titre, en tout cas en solo comme ça. Mais bon, c'est ce qu'ils veulent faire. Je la vois mal perdre contre Perez, qui, même si elle fait déjà une année intéressante, hein, Perez, elle a quand même eu pas mal de lumière et de mise en valeur. Elle pourrait aussi être une finaliste sérieuse, mais je la vois pas battre Cargill, qui vont bien protéger, je pense, en tout cas, donc je la vois pas perdre. Et Perez, elle aura des choses à raconter. Bon, malheureusement, ce sera sans Liv Morgan, mais elle pourrait avoir d'autres éléments qui pourront peut-être. D'ailleurs, je pourrais même y croire en tant que future challengers pour Io Sky, puisque Io Sky, pour l'instant, elle a rien. Elle n'a pas de programme établi. Liv Morgan, elle s'était montrée intéressée à Raw, malheureusement. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Evolution, il y aura forcément une défense de titre, hein, à mon avis, pour Io Sky. Et puis, qui va certainement rester championne. Et puis pour SummerSlam, il faudra lui trouver un adversaire.
Asuka, ça se raconte tout seul, bien évidemment. Asuka Io Sky, ça peut être une très très belle affiche. Et puis Roxanne Perez pourrait aussi avoir des choses à raconter si on veut rester plus sur un modèle, un canevas classique heel contre face. Voilà. Et puis Stephanie Vaquer, bien sûr, pourrait aussi avoir son mot à dire. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'adversaires intéressantes pour Io Sky qui font qu'il n'y a pas forcément besoin d'être la Queen of the Ring, on va dire, pour aller chercher Io Sky. Asuka, bon, mais elle est en finale, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin qu'elle soit la reine du ring pour aller affronter Io Sky. Cargill, je pense que voilà, c'est le projet. Donc, je fais donc le double pronostic, Cargill qui bat Perez, voilà, et Cargill qui va battre Asuka. Ah oui, Cargill Asuka, c'est la finale, mais Cargill qui va quand même battre Asuka. Alors, va falloir protéger ça parce que je vois pas Asuka perdre clean. Mais mon argument, oui, c'est ça, c'est que il me paraît simple, hein, c'est que Cargill, bon, évidemment, elle a ses objectifs, évidemment, elle veut être championne. Contre Stratton, ça devrait pas bouger quand même. Hein. Alors, elle a une défense de titre contre Nia Jax, juste d'ailleurs la veille, hein, dans un Last Woman Standing. Bon, histoire de finir quand même enfin cette feud interminable entre Nia Jax et Stratton, hein, comme elle devient un peu longue, hein, cette feud quand même. Il va falloir quand même la terminer. Il se passera rien. Hein. Il y aura certainement un cash-in, peut-être une tentative de Naomi hein, lors du Last Woman Standing, mais qui va a priori ne pas bouger. Alors ils peuvent tout à fait faire le coup d'une Naomi qui prend le titre par surprise à SmackDown, en profiter pour avoir une revanche sur Cargill Naomi de Mania. Avec des alignements, enfin des choses qui ont un peu changé puisqu'on aurait une Naomi championne quoi. Donc ça deviendrait un match de championnat. Ça peut se raconter de le faire comme ça. Mais je vais pas y aller avec ça. Je vais quand même rester sur un Cargill Stratton qui sera quoi qu'il en soit un match inédit et Cargill qui gagne parce que je verrai bien aussi l'image comme on l'a vu de temps à autre du teasing de Cargill et de Flair. Parce qu'il y a un teasing quand même entre les deux, on l'a eu 2-3 fois quand même. Et je trouverais ça intéressant, je dirais, de voir à un moment donné une Cargill avec sa couronne, couronnée comme ça, Queen of the Ring, et de croiser Charlotte Flair, qui s'autoproclame la Queen depuis très longtemps. Voilà, le petit symbole Cargill avec sa ceinture, avec sa couronne face qui croise Flair. Voilà, bon, je trouverais que ça se raconterait facilement. Il pourrait le faire comme ça lors du prochain SmackDown, enfin le SmackDown post Night of Champions. Voilà, il pourrait le faire. Juste pour un teasing, hein, pas forcément pour s'affronter tout de suite. Hein. C'est un teasing, voilà. Voilà, donc je verrais bien ça. Maintenant, oui, il va falloir aussi bien protéger ça parce que Asuka, bon, c'est son retour, forcément. Donc ça veut dire qu'on lui donnerait une défaite, mais faut protéger ça. Hein. Voilà. Par l'instant, bon, elle n'a pas de feud, elle a rien. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une intervention? J'en suis pas sûr. Mais est-ce qu'ils peuvent peut-être prévoir déjà un truc pour elle, pour SummerSlam? Donc, il y aurait peut-être une intervention quelconque. On ne sait jamais. Kairi peut-être qui tournerait heel. Je sais pas. Hein, ils veulent peut-être raconter un truc là-dessus. Bon, ce serait un peu dommage hein, parce qu'il faut des équipes. Donc, pourquoi pas remettre les Kabuki Warriors? Bref, voilà, il y a plusieurs options. Mais il faut trouver quelque chose pour Asuka pour SummerSlam, je pense. Donc il y a eu un teasing, enfin pas vraiment un teasing, mais il y a eu évidemment des échanges très savoureux entre Asuka et Stephanie Vaquer durant le 4-way qui donne envie d'avoir un match hein, forcément entre les deux. Ça serait un vrai dream match que j'aimerais vraiment voir. Maintenant, oui, ça peut être une option, mais ça serait peut-être pour Evolution plus que pour SummerSlam. Bref, voilà, il y a pas mal d'options. Mais Cargill me semble être l'élu, je dirais, naturel pour aller chercher... en tout cas pour aller gagner cette couronne et aller chercher ensuite Stratton, voire Naomi, on ne sait jamais, ils sont capables de le faire, mais ça peut aussi bien être, oui ça peut se raconter aussi bien avec une Naomi qui serait déjà championne du coup, que une Naomi pas encore championne, c'est-à-dire une Cargill qui affronterait Stratton, qui prendrait le titre, et derrière évidemment Naomi qui ferait le cash-in, voilà, et puis ça ferait un petit rappel de leur feud évidemment de Mania quoi. Voilà, donc il y a deux histoires, il y a deux façons de raconter l'histoire, mais en tout cas Cargill Naomi c'est pas fini. Et puis évidemment, il y a le facteur Belair. Ah, que va faire Belair? Ça aussi, ça peut être intéressant parce qu'à un moment donné, ses blessures au doigt, ça va se terminer tout ça. Donc elle va pas être très très loin à mon avis du retour. Et forcément, il y a des choses aussi intéressantes à aller raconter du côté de Bianca et de Cargill où la relation semble un peu tendue, mais il n'y a pas vraiment de
développement et de promo surtout, qui viendrait un peu expliquer pourquoi c'est tendu, surtout Cargill n'a pas trop raconté finalement ce qu'elle ressent par rapport à Bianca ces derniers temps, quoi. Donc ça, voilà, il y a encore des choses à développer, je pense, hein. Mais pour moi, victoire de Cargill, voilà, évidemment, ce ne serait pas mon choix de cœur, mais entre les deux, par rapport à Asuka, mais je pense que c'est ce que la WWE souhaite faire. Voilà, je peux me tromper, bien entendu. Si c'est Asuka, je serais très content. Mais à mon avis, ça risque d'être Cargill. Et on va passer maintenant à l'autre finale du tournoi, à savoir le King of the Ring. Et voilà, donc j'ai fait le même montage. Et donc, alors, on va avoir Arrow, donc comme pour les femmes, hein. Donc Perez Cargill, ça c'était lundi Arrow. Et on aura aussi Cody Rhodes contre Jey Uso. Et le vainqueur affrontera Randy Orton en finale. Alors là, pour moi, c'est quand même une grosse surprise parce que je ne voyais certainement pas Orton aller aussi loin. En plus, il avait déjà été en finale contre Gunther l'année dernière, on s'en souvient. Et ils nous refont le coup d'Orton, donc en finale. Honnêtement, je m'y attendais pas. Et puis surtout, je ne comprends pas pourquoi ne pas avoir mis Sami Zayn en finale chez lui, entre guillemets, hein, avec beaucoup de guillemets, en Arabie Saoudite. C'est le gros babyface là-bas, hein, maintenant, hein. Donc ça s'écrivait tout seul, et puis pour moi, c'était même le favori pour tout gagner, quoi. Donc la seule explication qui pourrait avoir du sens, c'est si on veut vraiment nous raconter sur le long terme le heel turn de Sami Zayn, quoi. Parce que ça peut se raconter dans la mesure où Karrion Kross lui tourne autour depuis un bon petit moment, donc à mon avis c'est pas pour rien s'ils font ça. Ça c'est une première chose. Et puis parce que effectivement il enchaîne les déceptions, il s'est même pas qualifié pour le Money in the Bank, et là il ne se qualifie pas pour la finale du King of the Ring, donc il essuie des déceptions, il a raté Mania, bref, c'est pas une bonne année pour lui, et puis il a toujours cet objectif d'être le champion. Voilà, il y a une frustration, on l'a vu encore dans le segment qu'on a vu là, où il est entouré à SmackDown, il est entouré de Cody, de Jey Uso et même de Randy Orton, et puis le mec, bah oui, ouais, je suis le seul à pas avoir été champion du monde, quoi. Donc il y a une frustration, et ça peut servir, hein, à nourrir un heel turn à un moment donné, en se disant mais putain, quoi, et en se disant peut-être que finalement Karrion Kross avait raison. Et c'est ce qu'il lui a dit, hein, Arrow. Il lui avait dit, hein, Orton va aller chercher son 15e titre et puis toi tu vas rester là comme un con comme d'habitude, quoi. Et c'est ce qui est arrivé, hein. Enfin, alors, victoire d'Orton, on ne sait pas encore, mais en tout cas, Orton l'a battu. Et donc Sami Zayn se retrouve à nouveau le bec dans l'eau. Et ça peut être intéressant, effectivement, si on veut raconter un futur heel turn de Sami. Pour moi, c'est la seule explication valable pour expliquer cette absence de Sami Zayn de la finale, qui pour moi ça me semblait être le grand favori pour gagner, quoi. Ça aurait été intéressant une finale entre Sami et Jey, ça s'écrivait tout seul, c'est dommage. Donc on va avoir un Orton contre Cody ou Jey. Le pronostic est beaucoup plus difficile que chez les femmes pour le coup. Est-ce que on va avoir une finale 100% SmackDown ou on va avoir un SmackDown versus Raw? Là j'ai envie d'y aller un peu à contre-courant dire des codes que j'ai pu voir circuler, hein, qui sont qu'un indicateur, mais ça ne veut pas forcément dire la vérité. J'ai vu que Cody était largement favori face à Jey, et il était même plutôt favori pour être même le King of the Ring. Je trouve ça complètement insensé et même débile, je dirais, que Cody, alors qu'il batte Jey, pourquoi pas, mais qu'il soit le King of the Ring, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens, parce que Cody, pour moi, c'est même pour moi une option à retirer, je dirais naturellement. Cody ne peut pas être King of the Ring, pour moi, tout simplement parce qu'il a battu John Cena au Money in the Bank. Lors du tag match avec Logan Paul et Jey Uso, il a fait le pin sur John Cena. Donc pour moi, naturellement, il a gagné cette chance au titre, ce rematch de Mania pour SummerSlam. Donc pour moi, être King of the Ring n'apporte rien du tout à Cody. Il l'a déjà gagné en quelque sorte cette chance. Donc pour moi, c'est pas à lui de gagner ce tournoi. Orton, il a rien à y gagner. Lui aussi, il a affronté déjà Cena, comme Cody, vous me direz. Mais au moins Cody, on raconte quelque chose. On a envie de lui raconter son rematch, etc. Peut-être aussi un futur heel turn. Il y a, je pense, plus de choses à raconter avec Cody. Orton, il est il végète, il est sur la fin. Bon,
il n'a pas non plus d'énormes programmes actuellement. Je vois pas quel est l'intérêt de le remettre pour le coup face à Cena après ce match de Backlash qui était horrible, qui était vraiment chiant. Donc j'ai pas envie de revoir ça. Pas à SummerSlam. Alors Orton, il aura un combat à SummerSlam, ça c'est sûr. Hein. On l'a vu au Fanatic Fest d'hier. Il a fait sa petite promo. Voilà, il a fait un recordman, hein, je crois, de SummerSlam. Il y sera. Il aura son match, ça c'est sûr et certain. Mais je le vois pas gagner. Enfin, je trouve, même s'il l'a pas gagné la fois d'avant, il pourrait changer d'avis. Enfin, il pourrait cette fois-ci le faire gagner la finale. Mais je vois pas l'intérêt. Et donc, j'irai plus dans la logique de l'année dernière et pareil de ce que j'ai fait pour les femmes tout à l'heure, c'est-à-dire une finale SmackDown versus Raw, parce que j'irais plus dans la raisonnement pour donner un peu de suspense. Si je reste kayfabe et que je suis à la place du champion ou de la championne, de me dire que je ne sais pas si le roi ou la reine du ring va m'affronter à SummerSlam, et ben je trouve que c'est plus intéressant d'avoir cette incertitude, donc que d'être déjà à coup sûr, savoir à coup sûr que ton adversaire ce sera, tu sais que ça va être le gagnant, puisque tu dis c'est une finale 100% SmackDown. Donc là par exemple John Cena il se dit je sais déjà qui je vais affronter avant la finale, enfin après la finale je saurai qui sera mon adversaire à SummerSlam. Alors que si c'est Orton contre Jey Uso, John Cena, il sait pas si le vainqueur va l'affronter. Pareil pour Gunther ne le sait pas encore. Voilà, je trouve que c'est mieux d'avoir cette incertitude que plutôt si on avait une finale 100% Raw ou 100% SmackDown. Donc pour moi, j'irai dans la même logique que pour les filles, c'est-à-dire et la même que l'année dernière, c'est-à-dire du SmackDown versus Raw. Voilà, comme ça, incertitude et même logique aussi que l'année dernière, c'est-à-dire si Cargill donc de SmackDown gagne, j'aurais plutôt tendance à donner une victoire à Raw pour les hommes. Voilà, c'est pas un énorme argument, mais bon. Je vais à contre-courant donc, parce que c'est vrai que Cody est favori pour battre Jey et même gagner le tournoi. Donc je trouve ça débile, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. À partir du moment donc, où il a piné Cena au Money in the Bank. Et j'ai un autre argument, je me dis, mais pourquoi avoir balancé comme ça Jey dans ce tournoi alors qu'ils avaient annoncé un participant mystère au début. Moi ça m'avait hypé un petit peu, je me suis dit ça va être le retour de Dragunov, quelque chose comme ça. Il y en a qui parlaient de Diguana ou de Joe Hendry, ça c'était quand même, ça allait loin quand même, mais un retour de Dragunov, moi j'y croyais, et tout ça pour finalement mettre le perdant du match entre Gunther et Jey Uso, et de le mettre dans le tournoi quoi. Voilà, s'ils le mettent, pour moi c'est que c'est pas pour rien. De l'intégrer comme ça, alors qu'ils auraient pu mettre effectivement un autre mec plus méritant, ou quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou n'importe. Mais nous remettre du Jey Uso comme ça, pour moi, ça doit avoir une utilité. Donc pour moi, donc je vais à contre-courant, je vais donner la victoire à Jey Uso contre Cody. Il peut y avoir des interventions, ça c'est sûr que mon avis, ce match qui risque d'être le main event du prochain Raw, ça risque de pas bien se finir avec évidemment le clan de Rollins qui est très impliqué actuellement. Il y a beaucoup de mecs. Alors ça devient le bordel. Hein. Le dernier Raw il s'est fini sur un gros bordel. Hein. C'était un peu compliqué. On l'a revu un peu la terre entière là, avec tout le clan de Rollins. On a vu même du LA Knight hein, qui a toujours des petits problèmes avec les sbires de Rollins. On a vu du Sami Zayn et on a même vu CM Punk, et oui, je vais citer CM Punk, et oui, je vais vous surprendre. Voilà, je reparlerai tout à l'heure. On va enfin le citer parce que là, ça commençait à être un peu usant de l'appeler Voldemort. Voilà. Donc, il y avait du CM Punk aussi. Il y avait tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est le gros bordel. Et Cody aussi impliqué. Alors, à quoi va servir le clan de Rollins dans ce match? Il va certainement intervenir. Maintenant, qui va en profiter? Compliqué. Rollins a mis Jey Uso comme favori. Alors il est resté kayfabe, mais il a donné Jey Uso comme favori. Mais je vais faire pareil. Jey Uso donc qui gagnerait contre Cody, et Orton Jey Uso qui fait vraiment pas envie, hein. Vraiment pas envie. Qui serait même pire qu'un Cody Orton. En plus Cody Orton ça peut se raconter. Il y a quand même des choses, il y a quand même un gros passif. Jey Uso Orton, dans le ring on va se faire chier. Hein. Ça va pas être une belle finale, ça c'est sûr et certain. Mais je vais y aller avec Jey jusqu'au bout parce que du coup ça va raconter quelque chose, même si j'en ai marre, c'est-à-dire
j'irai à la fin de la trilogie. C'est-à-dire on va faire une trilogie entre Gunther et Jey Uso pour le titre poids lourd. Donc avec la première manche bien sûr où Jey avait réussi à battre Gunther à Mania. Gunther qui avait par surprise repris le titre à Uso à Raw récemment. Pour aller en plus avoir un match contre Goldberg. Bon, heureusement que c'est Saturday Night Main Event, donc on s'en fout, ça n'a pas d'intérêt, c'est filler. Bref, et voilà, comme ça sera fait. On pourra être enfin débarrassé, du moins j'espère, de Goldberg, qui n'arrive même plus à marcher, c'est horrible. Même lui-même le dit, il n'arrive même plus à courir. Enfin, ça va être terrifiant ce match. Hein. Ça va être terrifiant. Gunther va évidemment conserver. Donc, bah voilà, donc Jey va avoir, on va dire, sa belle quoi, contre Gunther. Je pense que c'est ça qu'on va nous raconter. Et voilà, Jey Gunther, numéro 3. J'en ai ras le cul, mais malheureusement, il va falloir aussi s'y préparer. J'ai l'impression que c'est ça qu'on nous mijote quoi. Donc, Gunther, Jey Uso, numéro 3. Voilà. Allez, rajoutez la petite stipulation si vous voulez là. Ah, si je perds, je ne pourrai plus concourir au titre. Nanana, tant que tu seras champion. Patati patata. Voilà. Jey pourrait dire ça. Voilà. Bon, bref. Mais King Jey, King Heat, je sais pas comment ils vont dire. King Heat, pas King Cody. J'ai pas envie de voir un King Cody ou un King Randy. King Randy, ça pourrait bien sonner. Bref. Et Queen Jade, donc du coup Queen Cargill, bon, voilà, bon, il y a déjà l'impératrice Asuka, hein, donc est-ce que l'impératrice Asuka va devenir la reine Asuka? Ah, j'y crois moyennement, mais bon, on sait-on jamais. Bref, je donner Jey Uso, voilà, jusqu'au bout, Jey Uso. Je pense que c'est pour avoir le match 3 contre Gunther. Ah, j'ai hâte d'avoir ce match 3. Bref, et puis bah, Cody, je pense que... donc comme je l'ai déjà dit, il n'a pas besoin. Et en plus, pour moi, il a déjà validé son ticket à SummerSlam contre Cena. C'est déjà pour moi, c'est ça qui va avoir lieu. Hein. C'est Cody Cena numéro 2 à SummerSlam. Et ça pourrait même raconter un truc intéressant, si je puis dire. C'est que Cody n'arrive à nouveau pas à battre Cena parce qu'il aurait peut-être à nouveau l'occasion d'utiliser la ceinture en sa faveur, comme il l'a eu, et de revivre la situation de Mania, mais il va pas y arriver, il va encore pas oser appuyer sur cette gâchette là, et du coup, bah, il va perdre derrière, et ce que ça peut raconter. Alors là, on va rester pendant 6 mois, enfin ouais, 5-6 mois, sans que les deux s'affrontent, et là, avoir finalement Cody qui va mettre fin au règne de Cena en fin d'année, et cette fois-ci, en utilisant la ceinture justement, et en agissant comme un heel, ce qui permettrait d'avoir un double turn. Voilà, ça c'est un peu un pronostic fou là que je fais 6 mois à l'avance. Un double turn, Cody qui gagne en trichant avec un coup de ceinture. Cody prend la ceinture en étant hué, et ça va permettre à Cena de redevenir face, et du coup de partir à la retraite en face. Voilà, parce que c'est comme ça qu'il faut que ça arrive, faut comme ça. Cena va pas rester heel pour sa retraite. Ça leur mettra en face. Et puis comme ça, il pourra enchaîner avec le Hall of Fame peut-être l'année prochaine. Et comme ça, il sera popé, voilà. Voilà, je pense que c'est un peu une idée. Et ça fera évoluer évidemment Cody Rhodes, évidemment, dans son personnage. Et en se disant que finalement, il aurait peut-être dû agir plus tôt. Il aurait été champion justement bien avant s'il avait finalement écouté la voix du diable. Qui n'est pas Karrion Kross pour le coup, hein. C'est pas Karrion Kross qui a demandé à Cody de faire ça. Hein. Bref, là je vais très très loin, là je m'avance de 6 mois, hein, carrément. Mais pour moi, voilà, Cody Cena numéro 2, j'en ai pas envie, mais bon, j'ai l'impression que c'est ce qu'on va nous mijoter, et tout comme le Gunther Jey. Donc finalement, on est parti pour avoir les deux mêmes main events, enfin en tout cas les deux mêmes, je dirais, matchs de championnat masculin, qu'à Mania, de revanche. Bon, je me trompe peut-être, hein. Mais on risque d'avoir peut-être les deux rematchs. Hein. Bref, voilà, victoire de Jey. Bon, Jey contre Orton, ça ne me donne pas envie. Évidemment, je changerai peut-être d'avis au cours de la semaine. Bon, bah évidemment, si c'est Cody, alors je vais quand même essayer de faire un petit prono. Si Cody va en finale, bon, bah je vais le donner quand même vainqueur face à Orton. Je vais le donner vainqueur, même parce qu'il est favori visiblement, mais je comprends toujours pas. Hein. Désolé, je ne comprendrai toujours pas. Oui, bah alors à ce moment-là, Cody Cena, oui, bon bah il serait validé pour de bon.
Mais à ce moment-là, je me dis, mais à quoi a servi le pin de Cody sur Cena? Faites à ce moment-là Jey Uso qui pin Logan Paul. Enfin, ça n'a aucun intérêt en fait. Et alors, si du coup, si Jey Uso ne gagne pas ce tournoi, bah, je pensais peut-être à l'option Logan Paul. Hein. Il y a eu un tout petit teasing, je crois. Il y avait eu un moment donné entre Logan Paul et Gunther. Bon. S'ils veulent y aller avec un Gunther Logan Paul à Mania, à SummerSlam, pardon, qu'ils y aillent, mais bon, ça m'enchante pas à des masses, hein, mais surtout quand il y a un heal contre heal, bon, c'est pas très engageant. Bon. Et ça peut être une autre option, hein, parce qu'à un moment donné, bon, faut bien en trouver des options hein, pour affronter Gunther à SummerSlam. Mais voilà, je donnais quand même Jey Uso. Après, on verra bien, mais en tout cas, je serais pas très hypé si c'était un Jey contre Orton. Et on va passer déjà au main event, à savoir John Cena contre CM Punk. Oui, je l'ai dit, Et voilà, je l'ai dit, ça fait 2 fois là. Je l'ai dit, CM Punk, parce que voilà, j'en ai marre de ces Voldemort, tout ça. Et je pense que la période de probation a été assez longue. 1 an et demi qu'il est là. 1 an et demi qu'il n'a pas fait de vagues. Hein, on n'a pas entendu parler de problèmes particuliers backstage. Donc je me suis dit, allez, c'est bon. Je vais laisser sa chance. Il n'a pas merdé. Maintenant, c'est devenu un gars corporate. Alors maintenant, est-ce que... sincère, pas sincère, ça c'est une autre histoire. Mais au moins, il n'y a pas de casserole en backstage. Donc, je vais laisser sa chance. On va arrêter les conneries. Voilà, on va afficher son visage et on va l'appeler CM Punk. Voilà, comme ça, ça sera fait. Évidemment, c'était une étape par laquelle il fallait passer, hein, Cena Punk, parce que c'est une grosse rivalité, de la belle époque NT, hein, ça c'est sûr. Donc c'est un match de nostalgie, hein, ça c'est comme avec Randy Orton, ça forcément fallait en passer par là. Le mini contexte, c'est que dans l'épisode du 9 juin, donc Cena avait confronté Punk justement, puisque Punk avait challengé Cena pour un match de titre lors de cet épisode, et Cena avait accepté le défi, mais seulement si le titre serait défendu à Night of Champions en Arabie Saoudite. Et évidemment, c'était une petite référence subtile au fait que voilà, Punk avait beaucoup émis de critiques sur l'Arabie Saoudite et sur le partenariat de la VVE avec l'Arabie Saoudite. Donc cette phrase de Cena n'était pas anodine. Donc bon, Punk a accepté évidemment, et ça a été rendu officiel par la suite. Voilà. Il y a eu pas mal de vidéos package, hein, ils n'ont pas été toujours présents tous les deux ensemble dans les semaines qui ont suivi. Bon, on les a vus là, à SmackDown. Au moins, il y a eu, je dirais, la seule promo de Cena depuis qu'il est heel que j'ai trouvé intéressante, c'est cette fameuse pipe bomb revisitée, hein, ce clin d'œil à la pipe bomb qu'il a. Avec ce attitude adjustment de Belay sur la table, qui était difficile à vendre, hein, parce que c'était long, hein, très très long de vendre ce de Belay sur la table de la part de Punk, et un Cena qui a fait voilà, une promo que je trouvais voilà, plutôt divertissante, avec quelques punchlines, des références un peu à Colt Cabana à l'époque, le coucou, voilà, coucou Castagnoli, coucou Nick Nemeth, coucou Matt Cardona, voilà, bon, il a refait du Punk. Ils avaient montré un clip juste avant, peu de temps avant, durant le show, où ils avaient parlé du yin et du yang. Et c'est vrai que c'est un peu ça, hein, c'est le yin et le yang, hein, Punk et Cena. Finalement, les rôles sont inversés, quoi. Plus d'une dizaine d'années plus tard, quoi. Ils ont un peu inversé les rôles. Donc oui, ça se raconte. Et c'est ce qu'on a vu avec Cena, qui s'est montré très incisif dans ses punchlines, là, très arrogant. Et voilà quoi. Bon, la promo, moi je l'ai trouvée plutôt bonne, même si elle m'a pas plus donné envie de voir le match. Hein. Ça c'est clair et net, parce que pour moi dans le ring ça va pas voler très très haut. Mais bon, voilà, au moins ça m'a diverti. Je trouvais que c'était un peu couillu. Voilà, ça change un petit peu. Mais voilà, puis le clin d'œil était sympa. Voilà, la pipe bombe.
Par contre, bon, le in-ring, je sais très bien qu'on ça sera pas bon, ça sera chiant, quoi. Ça va être du Cena, encore une fois. Puis Punk, voilà, on sait très bien ce qu'il vaut maintenant dans un ring. Bref, ça va être certainement axé sur du storytelling. Et, ça va être lent, méthodique, et ça va raconter quelque chose, je pense, quand même. Il y aura des petits refs, certainement. Et puis donc, on inverse les rôles. Donc, effectivement, avec Cena, qui lui va faire comme Punk, c'est-à-dire il va se barrer avec la ceinture, quoi. Voilà, partir à la retraite avec la ceinture. Nous faire un peu une Punk, justement. Voilà, bon, pourquoi pas, mais il y a des choses à écrire, mais le in-ring sera horrible, quoi. Ça va être chiant. Et on va encore se taper 25 minutes de main event. Hein. Je sens qu'on va le faire encore une fois, hein, comme tous les matchs maintenant de Cena. Hein. Hormis celui contre Truth à SmackDown, hein, qui était, on va dire, une petite parenthèse, mais en pay-per-view, voilà, on va se taper encore du 25 minutes, quoi. Ça va être long. Ce sera le main event, hein, à mon avis. Certainement le main event. Et puis bon, bah, il n'y a pas de suspense, quoi. Il n'y a pas de suspense. Me dites pas que Punk va gagner, que c'est impossible. Enfin, j'y crois pas du tout. Victoire de Cena, comme je vous l'ai dit, à mon avis, hein, ça c'est ce que je dis depuis quelques temps, il va garder ce titre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année. C'est toute l'histoire, c'est ça. Hein, c'est qu'il garde le titre jusqu'au bout, et peut-être donc avec cette perspective de double turn, si Cody lui prend le titre. Voilà, ça c'est un peu mon scénario. En tout cas, voilà, il va pas perdre le titre maintenant. Il y a SummerSlam qui arrive. Non. Même si une perspective, par exemple, d'un Cody Punk, si Cody gagne le King of the Ring et que Punk gagne le titre, mais non, je vois pas faire ça, ils vont pas faire ça. Ça va être Cody Cena numéro 2. Voilà, moi je vois que ça. Donc il n'y a pas de suspense, quoi. Et puis un main event qui vraiment, franchement, alors oui, c'est bling bling, c'est très bien pour l'Arabie Saoudite, hein, c'est vendeur. Mais voilà, quoi, ça fait des belles images, ça fait des beaux vidéos package, hein, ça c'est sûr. Il y a plein de choses, belles images à raconter, mais par contre, plein de belles images à montrer, pardon. Mais par contre, in-ring, on va se faire chier, voilà. Alors, je pense pas, on sait jamais, mais Travis Scott, Le Rock, bon, ce qu'il faut vraiment parler. À Riyad, vous imaginez Travis Scott et où Le Rock est arrivé, j'ai vraiment peu de chance de voir ça, quoi. On verra SummerSlam. On va dire que SummerSlam, ce serait la grosse option. S'il se passe rien à SummerSlam, alors là, franchement, voilà, quoi, j'aurais fait une croix définitive sur cette histoire, qui pour moi, bon, même si déjà je suis pas loin de lâcher. Mais Night of Champions, je vois pas de changement là-dessus. Je vois pas d'apparition surprise du Rock et de Travis Scott. Hein. Voilà, on verra aussi les agissements éventuels de Seth Rollins, puisque évidemment, bon, il y a un petit fritage, hein, ça s'est un peu frité entre les deux, une petite friction entre les deux avec Rollins au Fanatic Fest hier soir. Bon, c'était kayfabe, bien entendu. On vend toujours les choses, hein, dans la rivalité qui n'est pas terminée entre Rollins et Punk, donc ça peut être aussi une affiche pour SummerSlam, hein, d'ailleurs, hein. Quitte à le faire en deux parties, c'est-à-dire un Punk Rollins à nouveau, et avoir le match des sbires, c'est-à-dire Breaker et Reed, qui pourraient affronter justement les deux autres babyface comme Penta ou comme Sami Zayn par exemple, voire LA Knight qui eux aussi ont des problèmes avec le clan de Rollins. Voilà, ça peut être aussi, on peut le faire en deux fois comme ça, cette rivalité là avec clan de Rollins versus tous les babyface en quelque sorte. Voilà, il y a plusieurs options. C'est pas évident de prédire la carte de SummerSlam là par rapport à tous ces noms là qu'il va falloir mettre, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Heureusement, il y a de nuit, donc il y a quand même de quoi faire. Mais il va falloir les occuper, tous ces mecs-là. Hein. Et donc, bon, bah voilà, Punk il aura ses histoires avec Rollins à terminer. Et puis, et j'en reviens quand même à toujours ce truc incompréhensible, hein, et on n'a pas eu d'explication non plus. Hein. C'est cette absence totale de Punk et de Sami Zayn à Money in the Bank pour intervenir sur le clan de Rollins. Ça aurait permis évidemment de continuer à raconter cette histoire justement des frictions entre le clan de Rollins, Punk, Sami Zayn, etc. Tous ceux qui ont des problèmes avec Rollins en fait. Ça aurait pu permettre de raconter ça. Et puis surtout, ce qu'avait dit donc Sami en disant à Punk, il faut à tout prix que tu te qualifies, que tu ailles au Money in the Bank parce que Rollins Rollins qui Mr Money in the Bank, ça serait une catastrophe. Il faut absolument éviter ça. C'était la menace, quoi.
Et en fait, au final, c'était un gros pétard mouillé. Rollins a pu gagner tranquillement son match. Aucune intervention de Punk et de Zayn. Et en plus, les deux ont l'impression qu'ils ont complètement oublié cette menace, quoi. Rollins, il est Mr. Money in the Bank. Allô, Sami avait prévenu. Donc Sami, il s'en fout. Ça y est, la menace, elle est là. Elle est là. Eh ben non, Sami, lui, tout ce qui... maintenant, il a qu'une idée fixe en tête, c'est être champion du monde, ça y est. Ce qu'il sait qu'il peut le faire, machin, donc il veut ça. Il veut son truc, là. Il veut son titre de champion du monde. Et ben Punk, c'est pareil, lui, il est obnubilé par le titre, donc là, il va aller chercher John Cena. Voilà. Bon, alors, par contre, la menace Rollins, rien à foutre. Voilà. On a oublié. Voilà, la cohérence, là, je ne la vois pas, la cohérence. Hein. Je suis désolé. Donc, Rollins, il fait ce qu'il veut. Il se monte quand il veut. Là, il se monte vite fait en fin de show. Ou alors, il laisse les sbires faire. Lui, il est tranquille. Il doit plus un éventail. Même la mallette, il la porte pas forcément toujours. Parfois, on voit Paul Heyman qui l'a. En plus, la mallette. Et lui, il finit tranquillement le boulot. Rollins, vraiment les doigts de pied en éventail. Quoi. Vraiment, il est tranquille. Voilà. Bah, voilà. Puis sinon, bah... Zayn et Punk, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Bah, voilà, bon, laissez-les faire. Laissez-le faire, hein, Rollins alors. Hein. Il sera champion du monde tranquillement. Hein, voilà. Sur un plateau d'argent. Hein, il aura tranquillement son titre. Bref, j'ai jamais compris cette incohérence. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce match qui m'intéresse pas des masses. C'est de la nostalgie pure et simple. C'est un match c'est un match bling bling, mais qui a pas d'intérêt en 2025. De mecs qui sont quand même très qui sont plus du tout à leur prime et qui sont rouillés, quoi. Donc c'est vraiment pas intéressant. Voilà, c'est en 2025 que j'ai envie de voir ça. Alors oui, je comprends le clin d'œil. Bon, heureusement, ça va durer jusqu'en 2025, pas plus tard. Voilà, c'est les derniers petits matchs, les derniers clins d'œil pour Cena. Bon, ouais, qu'il continue ses trucs, sa tournée des Grands Ducs, et puis qu'il affronte les mecs qu'il a envie d'affronter, et qu'on passe à autre chose, parce que, bon, Punk Cena, quoi. Voilà, quoi. Bah voilà, j'en ai déjà terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. Hein. Bien entendu, j'aimerais, si vous voulez bien, liker cette vidéo au plus grand nombre et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Comme je l'indique sur cette vignette, sur cette image. Merci donc et rendez-vous le 29 juin, le lendemain de Night of Champions. Je ferai la review et les résultats. Et pour le coup, je l'avais un petit peu expliqué la dernière fois, ce sera un Manso Catch. Et oui, les résultats du pay-per-view seront intégrés dans un Manso Catch, donc le prochain numéro. D'habitude, c'est pronostic top 5. Et bien là, ça va être résultat de pay-per-view, réaction, résultat, analyse, et top 5, où il y aura les deux à la fois, mais donc dans un Manso Catch spécial résultat donc de Night of Champions, et non pas pronostic comme je peux le faire habituellement. Voilà, c'était histoire de finir le mois et d'avoir un top 5 à placer en fin de mois, puisque j'aime bien quand même avoir un top 5 qui couvre le mois entier, quoi. Voilà l'explication. Ça pourra arriver de temps à autre. Hein. Tout dépend évidemment du calendrier des PLE de la VVE. Hein. J'essaie de m'adapter. Et on verra après par la suite. Mais je pense faire une petite review d'Evolution. On verra les pronostics. Je ne suis pas encore certain. On verra. Mais comme il y a le 14 juillet, le lendemain, on pourra se poser tranquillement. Je pense que je ferai une petite review d'Evolution. Voilà, ça, bon, on aura le temps d'en reparler. Merci à vous en tout cas pour votre écoute. Et portez-vous bien surtout. Essayez de bien vous rafraîchir parce que là, c'est chaud là. C'est très chaud actuellement. On souffre. Mais voilà, ça va aller un petit peu mieux dans les jours à venir. En tout cas, voilà, tenez le coup et surtout, hydratez-vous. Et passez une très bonne semaine. Portez-vous bien. Très bon pay-per-view si vous le regardez. Et bien entendu, n'oubliez surtout pas plus que jamais, vive le catch et zéro miedo. Ciao à tous.